Je suis en compagnie de Valérie Beaudoin et de Raphaël Jacob, mais celui que vous voyez, c'est un élu au Congrès parce que le Congrès est en train de voter, parlant de vote, le Congrès est en train de voter pour libérer des milliers de pages de documents des dossiers Epstein. Donc, Jeffrey Epstein, pédoprédateur de la haute société américaine, mort en prison, emportant avec lui ses secrets. On se demande quels sont les liens entre M. Epstein et Donald Trump notamment, mais aussi d'autres figures importantes des États-Unis, notamment l'ancien président Bill Clinton. Parlant de figures importantes, je retrouve Valérie et Raphaël. Bon début d'après-midi à vous deux. Bonjour. Parlant de figures importantes, celui que vous voyez, Darrell Issa, républicain du sud de la Californie. Je le mentionne comme ça. Vous êtes capable de les reconnaître un à un comme ça? Les 435? Pour la plupart, oui. D'accord. OK. Bravo. Je ne vais pas jouer à ce jeu-là avec Raphaël, il va gagner. On peut le faire. On va faire les 8 minutes de la chronique comme ça. Jamie Raskin, démocrate du Maryland, présentement, on arrête, j'arrête. Notre temps est compté. OK. Quelle est l'issue prévisible de ce vote aujourd'hui, Valérie? Quelles sont les conséquences? L'issue prévisible, en fait, ce qu'on se demande, c'est est-ce que ce sera un vote unanime? Hein? Est-ce que tout le monde va voter dans la même direction pour dire, bien, cette étape de la Chambre des représentants, c'est fait. On vote pour forcer l'équivalent du ministère de la Justice à remettre tous les documents entourant la mort de Jeffrey Epstein, les enquêtes sur lui, les enquêtes sur ses collaborateurs, ce qu'on sait sur les victimes et tout ça. Donc, c'est une formalité. Le vote va passer. Je ne vois pas quel scénario. Depuis que M. Trump a dit « libérons-les », c'est ça? Est-ce que c'est une formalité depuis qu'il l'a dit? Bien, on a encore, on a confirmé que ce serait un vote qui va passer. Mais avant ça, justement, Donald Trump sentait que le vote allait passer. On avait les votes suffisamment pour pouvoir aller de l'avant. Là, la question qui reste en suspens, parce que ça, on n'a pas encore la réponse, c'est une fois que le vote a été fait, est-ce que le Sénat va tenir un vote ou non? On peut imaginer que oui. On ne sait pas exactement c'est comment. Là, il y a une espèce de lobby de plusieurs sénateurs pour dire au leader du Sénat, John Thune, de prévoir un vote le plus rapidement possible pour que ça se retrouve ensuite sur le bureau de M. Trump. Qui, lui, devra, en bout de ligne, signer ça. Et là, il accepte, n'est-ce pas, que ce soit... Il accepte de signer, Raphaël, si ça remonte à lui et que les deux chambres l'ont accepté. C'est ce qu'il a dit hier. En même temps, à ce stade-ci, honnêtement, il y aurait très probablement, au moins à la Chambre des représentants, assez de votes pour renverser un veto. Parce que même si le président pose son veto, les législateurs des deux chambres, s'ils votent à 2 tiers pour un projet de loi, passent par-dessus le veto présidentiel. Donc, clairement, le président sentait que la soupe était très chaude. Et la question n'est pas vraiment présentement au niveau du vote à la Chambre. Ça va passer effectivement sur une formalité. La question, c'est de savoir, est-ce que cette formalité-là, le fait que le vote va être de façon écrasante en faveur de la motion, force les mains de M. Thune et des leaders républicains au Sénat. Donc, ça risque de passer, mais je le rappelle, il faut le rappeler, Sébastien, même si tout ça passe, que M. Trump le signe, qu'est-ce qu'on va nécessairement apprendre de plus? On ne le sait pas, parce que le département de la Justice va toujours garder le privilège exclusif et entier de caviarder ce qu'il veut. Et je peux simplement rappeler aussi un point qui est important. Donald Trump a aussi le pouvoir, sans avoir tout ce flafla, et par flafla, je veux dire, est-ce qu'il y aura une pétition pour avoir un vote? Ensuite, on se demande si ça sera au Sénat. Est-ce qu'il y aura la signature sur son bureau? Il peut faire la demande au ministère de la Justice, au département de la Justice pour le faire, comme on le fait pour Martin Luther King, pour les dossiers des Kennedy qui sont décédés. Je parle de Robert Kennedy et de John F. Kennedy. Il a le pouvoir de le faire avec le même bémol que Raphaël vient de donner, qu'il y a quand même une limite à ce que le ministère de la Justice va peut-être donner. Mais tout ça n'est même pas nécessaire. Il pourrait lui-même le demander. Puis il y a une journaliste qui lui a posé la question, pourquoi vous ne le faites pas si vous êtes d'accord? Alors pourquoi simplement pas éviter tout ce psychodrame? Et il a juste retourné la question en disant que c'était pas une bonne journaliste, qu'elle posait pas bien sa question puis qu'il n'allait pas lui répondre. Alors ça a été ça qu'on a su dans le Vous savez ce qui est absolument extraordinaire, Sébastien, c'est qu'il y en a certains qui, notamment sur les réseaux sociaux, ont ressorti dans les dernières heures un extrait de Donald Trump il y a quelques années qui, rappelez-vous, lorsqu'il était... Il avait des problèmes avec la justice parce qu'il avait essentiellement été, disons, imprudent, je veux dire de façon conservatrice, là, imprudent avec des documents confidentiels que le président des États-Unis avait le pouvoir de déclassifier seulement par la pensée. Autrement dit, s'il décidait dans son fort intérieur qu'un document n'était plus confidentiel, bien, il ne l'était plus.
Donc, la même personne, présentement, dit « Je peux rien faire tant que les deux chambres du Congrès ne votent pas pour qu'on déclassifie. » C'est complètement absurde. Autre contradiction. Ça, c'était l'épisode des boîtes de documents secrets dans les toilettes à Mar-a-Lago. Oui, exact. Notamment les toilettes. C'est ça que j'avais retenu dans ma pensée. Parlez-moi, Valérie, de Marjorie Taylor Greene, qui n'apprécie pas les commentaires de Donald Trump, qui l'a traité de traîtresse. Écoutons Mme Taylor Greene. I was called a traitor by a man that I fought for 6 years for. And I gave him my loyalty for free. Let me tell you what a traitor is. A traitor is an American that serves foreign countries. OK, ça continue, là, cette bataille entre les deux? Oui, absolument, parce que Marjorie Taylor Greene avait l'occasion, justement, elle était avec des victimes de Jeffrey Epstein parce qu'elle a mené cette espèce de combat pour avoir ces documents, justement, avec d'autres collègues de la Chambre des représentants. Et elle a parlé de ce combat-là qu'elle a mené pour ces victimes-là qui sont derrière elle. Et elle a parlé, on le voit, de cette idée qu'elle est une traîtresse, hein, qu'elle a une traite à son pays. Et là, la petite pointe que les gens analysent en disant est-ce que c'est une pointe à Donald Trump parce qu'elle lui reproche de, justement, s'intéresser peut-être plus à l'international que ce qui se passe au niveau interne aux États-Unis, de ne pas remplir ses promesses America First, de vraiment toujours vouloir faire ce qu'Israël aimerait faire. Là, on a l'Arabie Saoudite, il y a une rencontre en ce moment avec Ben Salman, le prince héritier. Est-ce que c'est une pointe à ça? Bon, on ne le sait pas, mais elle, ce qu'elle dit, c'est qu'elle sert le peuple américain. Et ça, on va quand même lui donner. Là, c'est un personnage très controversé, Marjorie Taylor Greene, mais sur ses principes d'America First, je pense qu'elle aurait pu écrire le livre avant Trump. Et je pense que Raphaël le disait hier, là, elle le suit encore plus que le président des États-Unis. Donc, c'est cohérent avec ses idées. Deux points qui me semblent importants là-dessus. Le premier, c'est que c'est non seulement qu'elle allègue que Donald Trump s'intéresse davantage à des pays étrangers. Réécoutez ce qu'elle a dit. La toute dernière ligne, cette fameuse pointe-là, elle parlait de gens qui protégeaient des pays étrangers. Là, il était question d'un pays. Pour n'importe qui capable de lire entre les lignes, c'était Israël. Et là, je comprends, le temps est compté. Mais rappelez-vous notamment ce que je vous mentionnais la semaine dernière, Sébastien, en ondes, toutes les allégations de liens entre Jeffrey Epstein et le gouvernement israélien depuis des générations, littéralement. Clairement, c'est ce à quoi elle faisait référence. Et on se parlait, Valérie mentionnait il y a un instant la visite du prince héritier Ben Salman. Si je vous disais qu'il y avait un lien entre nos deux histoires, la visite saoudienne et le dossier Epstein, devinez quoi? La raison principale pour laquelle on parle à Washington du prince héritier depuis la dernière décennie, c'est qu'il a ordonné à son gouvernement, à ses autorités, d'essentiellement tuer, d'épaisser l'ancien journaliste Jamal Khashoggi. L'oncle de Jamal Khashoggi s'appelait Adnan Khashoggi. Il était un des plus grands vendeurs d'armes au monde. Et jadis, un certain Jeffrey Epstein travaillait pour lui. Ben voyons donc, il était partout, Jeffrey Epstein. Vous pouvez vérifier les bien informations. connecté. Tout ce que je viens de vous dire est vrai. Quand je vous dis que c'est tentaculaire, que ça va beaucoup plus gros que la petite personne de Donald Trump, c'en est une sacrée belle illustration parmi plusieurs. Mais ça, on ne sait pas si c'est dans les dossiers Epstein qui vont être libérés aujourd'hui, n'est-ce pas? Ou ça ne le sera pas. Exact. En tout cas, voir ta surprise. D'accord. Les amis, merci beaucoup. On se reparle demain. Bon après-midi. À demain.